Mesdames et messieurs, merci de votre présence nombreuse. Je vous propose la chose suivante. Chacun d'entre nous fera un bref commentaire. OK. Chacun d'entre nous fera un bref commentaire, puis nous répondrons chacun à 2 questions, ce qui fera 6 questions en tout. Nous avons, depuis hier, avec la chancelière et avec le président Medvedev, que je remercie, travaillé sur l'ensemble des questions, à la fois bilatérales et internationales. Je ne reviendrai pas sur l'accord d'hier avec Mme Merkel, avec l'Allemagne, sur la gouvernance économique de l'Europe. Je crois que c'est très important que l'Allemagne et la France affichent un accord aussi complet pour faire avancer l'Europe de façon à ce que nous ne connaissions plus la situation que nous avons connue avec les dérèglements financiers. Et par ailleurs, hier soir au dîner et aujourd'hui, nous avons travaillé avec la chancelière et le président de la Fédération de la Russie sur l'ensemble des questions qui nous occupent, Europe-Russie, et l'ensemble des dossiers internationaux. Notre conviction, c'est que sur quantité de sujets, la Russie, l'Allemagne et la France ont les mêmes positions. Nous devons aider le président Medvedev dans sa tâche de modernisation qu'il conduit avec détermination, et nous voulons travailler avec la Russie main dans la main, dans un climat de confiance et d'amitié, sur tous les sujets qui importent à la Russie. Je pense à la question des visas, où nous avons décidé d'avancer étape par étape, mais d'avancer. Sur les questions économiques, où nous sommes très interdépendants, qu'il s'agisse du problème des matières premières, des échanges de technologies ou du commerce. Sur la question de la sécurité, où les menaces que nous affrontons sont les mêmes, et sur les grands dossiers du Proche-Orient, de l'Iran, où la position du président Medvedev avait été une position courageuse et très utile, et puis bien sûr, dans le cadre de la préparation de la présidence française du G20, où nous avons évoqué, Mme Merkel, M. Medvedev et moi, tous les sujets qui sont sur la table durant l'année 2011, et je crois pouvoir dire, même si nous ne rentrerons pas dans le détail, puisque 2011, ce n'est pas maintenant, nous sommes en 2010, mais nous avons une très grande communauté de vues et la volonté de faire avancer les choses d'un même pas, la Russie, l'Allemagne et la France. Bien sûr, je me réserve, si vous aviez des questions, d'y répondre, mais je crois pouvoir dire que cette réunion tripartite a montré une très très grande convergence de vues. Et quand il y a des problèmes, une volonté de régler les problèmes en faisant des compromis et en comprenant bien que nous sommes dans un monde nouveau, celui de l'amitié entre la Russie et l'Europe. Je vous remercie et je demande à Angela Merkel ou Dimitri. Dimitri? Okay. Messieurs les représentants des masses médias, nous avons terminé notre rencontre tripartite, mais je voudrais dire 2 mots pour remercier mon collègue, Monsieur le Président Sarkozy, pour un excellent choix du lieu et pour les conditions excellentes pour une telle réunion. C'est très important parce que ça aide le dialogue. 5 ans, nous n'avons pas eu de rencontre pareille et je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Sarkozy a dit. Parce que ces événements sont très utiles. C'est un dialogue sincère, ouvert et calme pour discuter de différentes questions. Pendant le dîner, nous avons discuté des problèmes internationaux, des problèmes régionaux.
On a parlé du Proche-Orient, de l'Iran, de l'Europe. Et c'est vrai que cette discussion montre que nous avons des positions convergentes sur plusieurs questions, ce qui nous donne la possibilité de coordonner nos positions et de trouver un résultat dont M. le Président vient de mentionner, comme c'est le travail sur l'Iran. Nous sommes convenus que nous allons nous tenir à ces approches qui étaient élaborées, donc les sanctions qui étaient approuvées, et d'autre part, nous devons faire avancer l'Iran pousser l'Iran à la coopération sur tous les sujets. Nous avons discuté la sécurité européenne, ce qui est très important aujourd'hui, et aussi les questions du travail dans le cadre du G8 et du G20. Nous préparons maintenant le sommet de G8 qui se tiendra bientôt. Et nous devons regarder dans l'avenir vers la présidence française. Il faut que les décisions prises lors du G20 soient mises en pratique. Et donc, la préparation de tel événement est très importante. Nous sommes mis d'accord de coordonner nos positions, nos approches. Je voudrais dire deux mots à propos de ces formats. Donc, G20, il est apparu grâce à l'activité de M. Sarkozy. Il m'a dit, écoute, Dimitri, j'ai parlé avec le président Bush et je demande qu'il réunisse un forum élargi. Donc nous nous sommes réunis et ce format est aujourd'hui actif. Donc il faut que les réunions à venir débouchent à des résultats concrets. Mais avant cela, déjà, nous avons essayé de coordonner nos approches. Et donc, avant les visites à Washington et à Londres, j'ai visité mes partenaires en France et en Allemagne. Et donc, on va continuer ainsi. La question de l'architecture de la sécurité européenne était au centre de notre attention. Et nous croyons qu'il faut avancer. Il y a un nombre d'idées, y compris l'idée russe du traité de sécurité européenne. Les collègues sont prêts à poursuivre d'examiner cette idée. Nous avons parlé de la coopération entre la Russie et l'OTAN. C'est une discussion importante et très utile. Je voudrais déclarer ici que je vais aller au sommet, je vais participer au sommet de l'OTAN à Lisbonne. Donc, je crois que ça va contribuer à trouver des compromis nécessaires et à développer le dialogue entre la Fédération de Russie et l'Alliance Atlantique. Nous avons parlé du partenariat pour la modernisation du régime sans visa. Donc, nous avons discuté toutes les questions de la coopération entre l'Union européenne et la Russie, parce que la France et l'Allemagne sont des partenaires très importants pour nous. Et donc, je voudrais noter que ce format est très utile, qui permet de discuter dans une manière amicale et ouverte des questions tout à fait différentes et de trouver des solutions. Et j'espère qu'on va poursuivre cette coopération. Merci. Moi aussi, je voudrais remercier le président de la République, Nicolas Sarkozy, tout d'abord du choix exceptionnel de ce lieu de réunion. C'est un très très beau site où nous avons pu conduire des entretiens en toute confiance, dans une très bonne atmosphère. Nous avons parlé des prochaines échéances internationales. Je suis très heureux que le président russe Dimitri Medvedev accepte de participer au sommet de l'OTAN à Lisbonne. C'est une bonne décision parce que je vois que les relations entre l'OTAN et la Russie doivent être fondées sur une bonne base, car les menaces que nous voyons dans le monde sont le plus souvent des menaces qui nous sont communes. D'autre part, il faut également apprécier le fait qu'à propos des sanctions contre l'Iran, nous avons trouvé une voie commune. Nous avons également convenu qu'il fallait maintenir
maintenir la pression sur l'Iran tout en redisant régulièrement à l'Iran que s'il adopte une attitude rationnelle, raisonnable, s'il est clair que ce n'est pas un programme nucléaire, qu'à ce moment-là, notre volonté de coopération restera maintenue et ouverte à l'Iran. Nous avons parlé de la prochaine réunion du G20 en Corée, et ce que nous en attendons notamment, ce sont des progrès en matière de régulation. Nous sommes loin d'être au terme d'une nouvelle architecture financière pour le monde, et même si la crise est moins aiguë, il ne faut pas pour autant relâcher nos efforts pour arriver à une bonne régulation. Nous avons également parlé de la future présidence française l'année prochaine, et l'Allemagne soutiendra très activement la France dans ses projets pour faire du G20 un format permanent. Le G8 et le G20 sont deux formats différents. Nous pensons qu'on a besoin de l'un comme de l'autre, que les deux sont utiles et qu'il y a suffisamment de dossiers dans le monde que l'on peut traiter dans l'un ou l'autre format. Nous avons également parlé du sommet de l'OSCE à Astana, qui doit montrer qu'en matière de sécurité, nous devons progresser, et en particulier sur les relations entre l'Union européenne et la Russie, structure de sécurité. Dans notre rencontre avec le président russe en Allemagne, nous avons une première approche. La France, l'Allemagne et la Russie ont la même position. Nous devons étape par étape construire une architecture qui nous permet de réagir à des conflits. Et nous avons parlé des relations Union européenne-Russie. C'est bien notre intérêt que l'accord UE-Russie soit rapidement finalisé, que les négociations s'accélèrent. Bien sûr, le dossier des visas fait partie du contexte d'ensemble, mais ce n'est pas le seul, et nous avons besoin d'un accord moderne à la hauteur des exigences du temps, et l'Allemagne et la France soutiendront la Russie pour arriver rapidement à une conclusion. Donc, ce sont des sujets de grande importance dont nous avons pu discuter également du processus de paix au Proche-Orient, qui, cela nous préoccupe énormément, n'avance pas comme on pourrait le souhaiter. Nous lançons un appel aux partis en présence, Israël et les pays arabes, pour maintenir les conditions rendant possible la négociation. Là, malheureusement, les progrès ne sont pas aussi bons qu'on pourrait le souhaiter. L'Europe et la Russie sont prêts à assumer leurs responsabilités et à faire tout ce qui est possible de faire avec les partenaires américains pour que ces pourparlers reprennent dans de bonnes conditions. Alexander von Sobeck, deuxième chaîne de télévision allemande de ZDF. Madame la chancelière, comment avez-vous réussi à lever les objections russes à l'égard d'un possible bouclier anti-missile de l'OTAN en Europe centrale ou du Sud? Et comment peut-on amener le ministre français des Affaires étrangères à renoncer à moyen terme à sa force de frappe, à ses armes nucléaires? Tout d'abord, je suis heureuse que le président russe participe au sommet de l'OTAN. Cela montre que l'agenda et le nouveau concept stratégique de l'OTAN comportent des points rendant possible une coopération. La position de la Russie à l'égard du bouclier antimissile, ça, il appartient à la Russie de répondre à cette question. Ce n'est pas à moi de le faire. Moi, je me félicite qu'il y ait une volonté de principe de parler de ces questions et de placer les relations avec l'OTAN sur des bases rationnelles. Moi, je considère, et la Russie le confirme, je considère que les grandes menaces du moment, des États qui s'effondrent, le terrorisme, la prolifération nucléaire, ces grands thèmes sont des menaces que nous avons en commun et nous devons donc y apporter des réponses communes dans toute la mesure du possible. La question du nouveau concept stratégique de l'OTAN, c'est en bonne voie. Ces questions devraient être tirées au clair d'ici le sommet de l'OTAN. Je crois qu'il y a accord de principe pour dire qu'il faudrait aboutir à un désarmement nucléaire mondial, mais cela ne peut se faire que dans un esprit de réciprocité, et je n'ai aucun doute que d'ici Lisbonne, nous arriverons à un très bon résultat où chaque pays retrouvera préserver ses intérêts.
Compagnie NTV, Vadim Glusker. Monsieur Sarkozy, vous venez de dire que vous avez discuté la question du régime sans visa, mais il y a des pays qui ont une position assez retenue. Donc, de quoi avez-vous parlé concrètement? Est-ce que vous êtes tombé à un accord concret? Est-ce qu'on peut compter sur ce que pendant le sommet entre la Russie et l'UE le 7 décembre à Bruxelles, cette question serait mise hors d'agenda? J'ai compris, j'ai bien compris la question. Écoutez, quand on se voit, c'est aussi, peut-être surtout, pour parler des sujets qui sont importants pour les uns et les autres. Angela Merkel, comme moi, nous savons que la question des visas, c'est important pour nos amis russes. Donc on en parle. Personne n'aurait pensé qu'on n'aurait pas à en parler. C'est évident. L'Allemagne et la France considèrent la Russie comme un ami, comme un pays ami. Et donc il nous faut rapprocher nos positions. Nous avons donc convenu sur cette question des visas que nous allons progresser étape par étape. Nous avons pris en compte la demande du président Medvedev. Lui-même, sur d'autres sujets, s'est engagé, je pense notamment à la charte sur l'énergie, etc., à progresser pour arriver dans des délais les plus raisonnables possibles à un résultat qui soit la suppression des visas. Voilà ce que nous avons fait. Et par ailleurs, cette discussion collective n'empêche pas tel ou tel pays d'aller plus vite s'il le souhaite, dans le cadre de discussions bilatérales, notamment entre la Russie et la France. Voilà. Donc, il n'y a pas de drame. On essaie de se comprendre. Chacun essaie de comprendre les problèmes de l'autre. Et ce qui est important pour les Russes, les Allemands, les Français, c'est que ça progresse. Que ça progresse raisonnablement, mais que ça progresse à une réelle vitesse. Voilà. Par ailleurs, mon point de vue, c'est qu'à horizon 10-15 ans, la vision que nous devons avoir, c'est un espace économique commun, Union européenne-Russie, avec des libertés d'installation, avec la suppression de visas et avec des concepts de sécurité en commun. Enfin, permettez-moi de dire, puisque j'ai cru comprendre que ça s'adressait à moi, la France n'a pas l'intention de renoncer à la dissuasion nucléaire. Je ne sais pas si ça vous déçoit, mais il faut bien comprendre, quand on parle à des amis, qu'il y a des points qui sont forts. La France a ratifié tous les traités en la matière. La France est pour le désarmement nucléaire, pour la transparence des informations. J'ai eu une longue réunion avec le secrétaire général de l'OTAN il y a quelques jours. Je suis persuadé, comme l'a très bien dit la chancelière, qu'on va arriver à un accord très satisfaisant. Je voudrais juste faire cette remarque. Il me semblerait pas tout à fait opportun pour l'OTAN, qui est une alliance militaire, d'être la seule alliance à renoncer absolument au nucléaire, alors même que je n'ai pas cru comprendre que c'était la position d'un certain nombre de grands pays dans le monde. Voilà. Donc, c'est de la complémentarité, c'est pas de l'exclusivité. Ce sont des sujets sur lesquels j'en suis persuadé, on aura un accord à Lisbonne. Et je soutiens d'ailleurs, comme Angela, l'excellent travail du secrétaire général Rasmussen. En ce qui concerne notre position sur les visas en Allemagne, nous savons que c'est un sujet important pour la Russie. Nous pensons qu'il faut progresser étape par étape. Pour les visas de courte durée, l'Allemagne a déjà introduit des allègements. Dans une prochaine étape, on pourra discuter de visas pluriannuels. Et nous avons dit que ces étapes doivent être clairement identifiées. Nous voulons pouvoir progresser, mais cela ne se fera pas d'une seule fois, d'un seul coup. Et j'ai également compris que la Russie ne souhaite pas qu'on repousse cela au calendrier grec, mais que l'on travaille de façon systématique sur les questions qui doivent être traitées. Je veux dire encore deux mots sur ce sujet, comme cela concerne la Russie. Pour ce qui est de visa, les positions sont claires, elles sont telles qu'elles sont pragmatiques et basées sur des réalités politiques propres à chaque pays.
Tout le monde comprend qu'il faut annuler le régime des visas, mais tout le monde comprend qu'on ne peut pas le faire tout de suite. Donc, on s'est mis d'accord sur les deux choses en ce qui concerne nos pays. Ce serait un processus, mais il faut juste savoir ses cadres. Et ce processus doit avoir sa feuille de route. Donc, sur ces positions, on va poursuivre notre travail et notre réunion suivante doit se tenir avec la participation de toutes les parties et ce serait raisonnable de le faire avec la participation de la Commission européenne en Bruxelles. Et donc, deux mots sur la défense antimissile. Ce sujet est important pour nous. Nous l'avons discuté. Nous avons entendu ce qu'on dit en ce qui concerne la participation de la Russie dans la défense antimissile globale. Ce sujet est proposé pour l'agenda de nos relations avec l'OTAN, mais il faut que l'OTAN comprenne comment il voit l'adhésion de la Russie à ce système, qu'est-ce que ça va donner et donc, comment on va arriver à un accord et comment on va poursuivre notre travail. Donc, à partir de l'examen de cette proposition, nous pourrons répondre comment cette idée va être mise en pratique. Emmanuel Jarry, agence Reuters. Une question à Mme Merkel et à M. Medvedev. D'abord, êtes-vous d'accord avec M. Sarkozy sur la nécessité de réformer le système monétaire international pour éviter une guerre d'échange et soutiendrez-vous la présidence française du G20 sur ce point? Et vous, plus particulièrement, M. Medvedev, êtes-vous aussi d'accord pour dire que le problème, c'est le yuan? Et puis une question à M. Sarkozy. La Commission européenne a renoncé à ouvrir une procédure contre la France sur la directive 2004, mais maintient la France sous surveillance pour d'éventuelles pratiques discriminatoires. Qu'en pensez-vous? Je pense que de considérer les questions monétaires, l'architecture monétaire future, que le choix de ce thème pour la prochaine présidence du G20 est un très très bon choix et l'Allemagne soutiendra la France très activement sur ce chantier. Et il suffit d'observer nos discussions actuelles. On voit que la question des monnaies et des parités est l'une des questions centrales et recèle également l'un des principaux risques de dériver vers le protectionnisme. Comme pratiquement tous, bientôt la Russie, nous sommes membres de l'OMC. Pour la protection douanière, on a peu de possibilités protectionnistes, mais il y a d'autres possibilités. Et l'Allemagne, toute l'Union européenne a tout intérêt pour un système monétaire juste. Voilà pourquoi j'attache une grande importance à cette question et nous serons très attentifs à arriver à davantage de transparence sur le plan international. Je suis d'accord avec le président Sarkozy et je lui ai dit directement pendant notre dialogue, quand on a commencé dans le format, dans le cadre du G20, je comprenais qu'on ne pourrait pas éviter la question de la vision de notre système monétaire. Il y a des États qui croient qu'il faut juste s'arranger avec tout ce qui existe, qui croient que les institutions de Bretton Woods ont encore des opportunités. Personne ne discute avec ça, mais la question est de devenir du système monétaire et financier dans les 20 années à venir. Donc, notre position de base était de discuter cette question et le G20 doit faire un pas décisif. Qu'est-ce que c'est ce pas décisif? C'est sans doute des accords fondamentaux et pour le G20,
G20, c'est la question de la structure du système financier et monétaire. Nous nous sommes mis à faire des réformes de la FMI et donc le G20, c'est un format utile qui a apporté beaucoup pendant l'apogée de crise, mais maintenant nous devons arriver à un résultat final et nous allons soutenir les idées qui ont été discutées et donc dans les années les mois à venir et pendant la présidence de la France, ce sera un des sujets les plus importants de la discussion. Nous sommes prêts à travailler d'autres sujets, mais ce sujet est le plus important pour tous et on va parler aussi de plusieurs monnaies de réserve et peut-être de la création de monnaies de réserve globale. Évidemment, vous pensez bien que le soutien d'Angela Merkel et de Dimitri Medvedev est extrêmement important pour apporter un peu d'ordre et de stabilité dans un univers monétaire qui en a bien besoin. Et la dernière chose que nous voudrions faire, c'est, parce qu'elle serait totalement contre-productive, c'est de montrer du doigt un certain nombre de partenaires, d'amis avec qui nous allons travailler. La question n'est pas d'accuser qui que ce soit. La question, c'est de construire les bases d'une nouvelle organisation monétaire internationale. Si on rentre dans le conflit, dans la dénonciation des uns et des autres, on n'en sortira rien qu'un peu plus d'instabilité. Voilà, c'était exactement le contraire de ce que nous voulons faire tous les trois. Je crois pouvoir dire que nous sommes totalement à l'unisson. Nous avons été assez loin dans le travail sur le sujet. Par courtoisie, encore une fois, pour nos amis coréens, nous n'irons pas plus loin dans les propositions, mais et sur les méthodes de travail et sur le fond, nous sommes déjà prêts à avancer. Sur la décision de la Commission, moi je suis très heureux que la raison triomphe. Elle finit d'ailleurs toujours par triompher. La Commission a décidé de ne pas faire de procédure à l'endroit de la France pour discrimination, pour la raison simple, comme je l'ai toujours dit, qu'il n'y avait pas de discrimination et pas de matière à discrimination. Je trouve que c'est très bien ainsi et ça referme une période polémique dont tout le monde aurait bien pu se passer. Une question? Oui. Andreas Rinke-Reuters. Eine Frage an den russischen Präsidenten. Die Annäherung an die NATO und die EU ging immer davon aus, dass die Russen ihrerseits Goodwill zeigen bei der Lösung von Konflikts. Und ich hätte de la bonne volonté pour la résolution des conflits gelés. Qu'est-ce qu'est votre contribution? Premièrement, la Transnistrie. Quand est-ce que la Russie sera prête à retirer ses troupes de Moldavie? Deuxièmement, la Géorgie. Là, je m'adresse à la chancelière à propos de la rencontre d'hier avec le président français à propos du Conseil européen la semaine prochaine. Pourquoi êtes-vous aussi certaine que la semaine prochaine au Conseil européen, vous obtiendrez une décision qui rendra possible une révision des traités d'ici 2013 sur le pacte de stabilité? Je crois que nous avons un potentiel pour résoudre tous les types de conflits, mais aussi en ce qui concerne les conflits gelés. Vous avez mentionné Transnistrie. Nous l'avons discuté hier. Je crois qu'on peut arriver à de bons résultats ici. Mais il faut que toutes les parties au conflit aient une position constructive. Et ça, c'est l'affaire des médiateurs, de ceux qui ont la possibilité d'influencer cette situation. J'ai parlé avec la direction moldave et celle de Transnistrie à Moscou. Et donc, on peut les diriger dans une direction positive. Mais aujourd'hui, en Moldavie, il n'y a pas on ne voit pas clair ce qui est le pouvoir, donc les élections sont à venir et la partie
pour les négociations, c'est une partie qui a des compétences correspondantes. Donc je crois qu'après les élections, nous avons de bonnes chances de reprendre le processus des négociations et d'obtenir des résultats. La Russie va y assister, mais je voudrais attirer votre attention que le succès de ce travail dépend non seulement de Russie, c'est avant tout de Moldavie et aussi de la position de la Transnistrie, de la position de la Roumanie et de l'Union européenne. Tout le monde doit y participer. Nous avons hier, entre la France et l'Allemagne, commencé à préparer le Conseil européen de la semaine prochaine. C'est important. Et je n'ai eu de cesse de répéter que les fonds qui ont été mobilisés pour le sauvetage de l'euro, pour la Grèce en particulier, pour l'ensemble de l'euro, ces fonds vont arriver à expiration en 2013. On ne peut pas les proroger tels quels. On ne peut pas les reconduire en l'état. Donc il faut d'ores et déjà réfléchir à ce que nous allons faire à ce moment-là. Et nous sommes d'accord pour dire que nous avons besoin d'un mécanisme de soutien, de sauvetage durable et d'une autre nature. Et je crois que c'est un signal très positif que la France et l'Allemagne aient déclaré à l'unisson que cela supposait une révision du traité. Cette révision du traité prévoit un mécanisme dans lequel les créanciers privés, le secteur privé, participent financièrement à la résolution d'une situation difficile pour l'euro. C'est un progrès de taille. Et l'accord entre la France et l'Allemagne n'est pas un accord du Conseil européen. Mais si la France et l'Allemagne abordaient une réunion du Conseil européen avec des positions divergentes, bien les autres pays diraient comment voulez-vous qu'on se mette d'accord si la France et l'Allemagne ne le sont pas. Et donc, c'est une condition nécessaire mais non suffisante qui est remplie pour obtenir le succès de ce Conseil. Et je suis convaincu que nous aurons encore un important travail de conviction à mener, mais si nous le menons ensemble, c'est déjà une bonne nouvelle. Qu'il me soit permis de dire mon total accord avec ce que vient d'affirmer la chancelière. Nous sommes engagés, au même titre que l'Allemagne, dans la demande de révision des traités, dans le sens qui a été indiqué par Mme Merkel. Nous ne voulons imposer nos vues à personne, mais j'observe, comme l'a très bien dit Mme Merkel, que quand l'Allemagne et la France ne sont pas d'accord, on nous le reproche de façon vigoureuse. J'imagine que personne ne nous reprochera d'afficher un accord avant une réunion. Enfin, surtout lorsqu'on sait la part que nos deux pays ont pris dans la stabilisation de les réponses européennes dans la crise. Donc nous avons une vision qui est commune et nous avançons ensemble dans cette direction. Je fais bien toutes les déclarations de Mme Merkel. Ça doit rassurer tout le monde de savoir que nous travaillons d'ores et déjà à une solution pérenne pour faire face à d'éventuelles crises. Qu'il me soit également permis de dire, et c'est ça d'ailleurs qui est très agréable dans le dialogue avec M. Medvedev, que nous avons naturellement évoqué ce que vous appeliez des conflits gelés. Il y a aussi la question de la Géorgie, et pour avoir eu un traité en 2008 avec M. Medvedev, et d'ailleurs j'étais heureux de pouvoir discuter avec lui, ça n'était pas si facile de gérer tout ceci. Je lui ai dit combien je considérais que c'était un progrès l'évacuation de la ville de Pérévi, il se souviendra certainement que j'avais demandé à plusieurs reprises, et je l'en remercie. Et il faut continuer à discuter, faire prévaloir la diplomatie, les discussions, tranquillement, penser au retour des prisonniers, que par ailleurs les autorités géorgiennes s'engagent à ne pas avoir à recourir à la force, que nos amis russes acceptent des observateurs européens. Le travail n'est pas fini. Nous savions d'ailleurs, M. Medvedev comme moi, que ça prendrait du temps, qu'on ne peut pas sortir d'une situation difficile et douloureuse comme ça en quelques semaines. Mais bien sûr, nous avons parlé en toute confiance de ces sujets. Je crois d'ailleurs que c'est assez positif pour tout le monde. Et on voit d'ailleurs que la solution de ces conflits n'est pas l'affrontement, n'est pas la guerre, n'est pas une solution militaire. C'est la diplomatie, c'est la confiance, c'est la discussion, c'est la compréhension des problèmes de l'autre. C'est comme ça qu'on apaise les tensions, et certainement pas autrement. Ben voilà en tout cas ma conviction. Autre question? Oui.
Mikhail Kalmykov. Vous avez dit aujourd'hui des appréciations positives de la rencontre d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut espérer que ce format de la Troïka, qui n'était pas réuni depuis quelques années et était populaire auparavant, est-ce qu'on peut espérer qu'il sera régulier et comment sera construite son agenda, comment ça va être coordonné avec l'architecture de la politique européenne? Peut-être vous avez déjà un agenda concret? Il me semble que nous sommes unis à dire que c'était un événement utile sous tous les égards. Nous avons discuté des problèmes européens, des problèmes régionaux. Nous avons discuté les problèmes tripartites, mais aussi les questions de l'agenda du G20, le travail dans le cadre du G20. Donc cette coordination des positions est très utile. Et je crois qu'il faut garder ce format. Et donc ces rencontres doivent être régulières. L'endroit est très bien choisi et il y a beaucoup de raisons pour cela. Je crois que dans un monde qui se rapproche de plus en plus, les divers formats ont leur légitimité. C'est un format utile, intéressant, et nous ne nous sommes pas ennuyés. Nous avions beaucoup de pain sur la planche. Il y a d'autres formats, par exemple le triangle de Weimar entre la France, l'Allemagne et la Pologne. Il y a beaucoup de forums de discussion différents. Et je crois que ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir de nombreuses rencontres où nous pouvons avoir des échanges informels dans la tranquillité, la sérénité, pour imaginer également de nouvelles approches. L'Allemagne veut bien se rendre en Russie la prochaine fois et l'Allemagne est également disposée à inviter les deux messieurs à une prochaine occasion. Je ne sais pas dans quel ordre ça se passera, mais ça se prolongera. Je pense que c'est toujours utile quand des chefs d'État et de gouvernement se sentent en confiance et éprouvent le besoin de parler, sans protocole excessif, librement, des grands sujets qui les concernent. Et donc ce schéma n'est construit contre personne. Il est au contraire à mettre au service de tout le monde. Et bien sûr, il a vocation à perdurer. Bon, alors je ne sais pas, la prochaine, d'après ce que j'ai compris, c'est honneur aux dames, Angela. Et peut-être si Dimitri était d'accord. Pas de problème. Nous allons nous arranger avec Angela. Honneur aux dames, pourquoi pas. Bien volontiers, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Une dernière question. Oui, Hervé Toutain, Radio France Info. Une question pour le président Sarkozy, cette fois sur la situation intérieure. 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avec de réelles tensions sur les approvisionnements en carburant, mobilisation accrue dans les lycées, les universités. Est-ce que vous craignez une radicalisation du mouvement? Est-ce que vous craignez des dérapages? Je m'en excuse auprès de mes deux collègues, mais c'est une question donc qui est sur la situation intérieure française. J'ai beaucoup réfléchi avant d'engager la réforme des retraites en France. Cette réforme avait été différée pendant trop longtemps. Et le rendez-vous ne pouvait plus être différé. Pourquoi? Parce qu'il en allait de la certitude pour les retraités d'aujourd'hui et pour les retraités de demain que leur retraite soit payée. Il y a 15 millions de retraités en France. À la minute où je vous parle, pour 1,5 million d'entre eux, les retraites sont payées par emprunt à la banque. Cette situation ne peut pas durer. Elle ne peut pas durer pour une raison de justice, parce qu'il serait profondément injuste que des retraités qui ont travaillé toute leur vie, ou que des femmes et des hommes qui vont partir à la retraite, leur retraite ne soit pas payée. Ce n'est pas une situation, monsieur, spécifiquement française. Dans tous
les pays du monde, cette question se pose. Elle s'est posée en Allemagne il y a quelques années. Et je crois me souvenir que ça a donné lieu aussi à de fameux débats. Dimitri s'en souvient, il a évoqué cette question avec moi il y a plusieurs mois aussi. Pourquoi ? Parce que, rendez-vous compte que depuis 1950, dans un pays comme la France, la France, les Français, ont gagné 15 années d'espérance de vie. 15 années d'espérance de vie. Qui peut penser que si on vit en moyenne 15 années de plus, on ne devra pas cotiser plus longtemps ? Voilà. Alors face à cette réalité, c'est un choix difficile, complexe, mais c'était mon devoir. Un chef de l'État a des devoirs aussi, vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis des plus jeunes, et vis-à-vis des équilibres fondamentaux de son pays. Bon. Alors je lui dis, je comprends l'inquiétude. Dans une démocratie, chacun peut s'exprimer, mais on doit le faire sans violence et sans débordement. Je tiendrai dès mon retour à Paris une réunion pour débloquer un certain nombre de situations, parce qu'il y a des gens qui veulent travailler, c'est même l'immense majorité, et qui ne doivent pas être privés d'essence. Ça ne peut pas exister dans une démocratie. Par ailleurs, il faut faire très attention à l'arrivée d'un certain nombre de casseurs, et je verrai également avec les forces de l'ordre pour que l'ordre public soit garanti. C'est mon devoir aussi. Alors vous me dites, est-ce que vous craignez des débordements ? Bien sûr. C'est pas de gaieté de cœur qu'on les affronte. Mais le plus grand débordement serait de ne pas faire mon devoir et de ne pas prévoir le financement des retraites d'aujourd'hui et de demain. Pour le reste, je suis sûr que chacun saura faire preuve de sang-froid. Que j'en appelle à la responsabilité de l'ensemble des acteurs pour que les choses ne franchissent pas certaines limites. Je vous remercie. Je crois qu'on a pris 6 questions. Merci infiniment.